Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, contrôle renforcé aux frontières de Monaco en ce premier week-end de confinement dans les Alpes-Maritimes. Nous y reviendrons dans cette édition. Comment fonctionne le comité monégasque antidopage en cette crise sanitaire avec l'arrêt des compétitions sportives? Ses missions sont-elles toujours assurées? Nous en parlerons avec son président, Philippe Oringo. Invincible depuis le début de l'année, l'AS Monaco est sur une très bonne dynamique, victorieux face au Paris Saint-Germain le week-end dernier. Les joueurs de Niko Kovac reçoivent Brest demain au Stade Louis II, un match que nous évoquerons avec le défenseur chilien Guillermo Maripán. Ce soir également, nous nous sommes intéressés à la restauration des statues de la façade du casino. Et puis, comme chaque samedi, vous découvrirez le coup de cœur littéraire de la médiathèque de Monaco. Mais avant cela, je vous le disais en titre, les contrôles ont été renforcés en principauté ce week-end. Pour quelles raisons? Explication avec vous, Frédéric Elion. Ce samedi, 70 agents tenus de la sûreté publique ont procédé à des contrôles afin de faire respecter les mesures en vigueur en principauté. Je vous propose d'écouter le commissaire Laurent Broglio qui faisait un bilan de ces opérations à la mi-journée. Globalement, les gens ont respecté les consignes, aussi bien les Français qui ne sont pas venus en nombre sur Monaco, à part les quelques habitants des communes riveraines qui sont venus faire leurs courses comme ils y sont autorisés. Nous avons quelques personnes qui sont venues faire du tourisme sur le week-end, donc qui avaient des locations hôtelières confirmées avec les tests Covid négatifs, donc qui étaient en conformité avec la réglementation sanitaire existante. Donc aucun souci particulier. Après, bien évidemment, il y a eu à peu près quelques 614 véhicules qui ont été contrôlés et donc à peu près le 10% de ces personnes ont été renvoyées à leur foyer parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'accès. Soit ils n'avaient pas de test Covid, soit ils venaient de secteurs qui ne justifiaient pas leur venue sur Monaco. Donc voilà le premier bilan en mi-journée. Sur quelles zones ont été effectués ces contrôles? Je crois que ça a été les frontières aussi bien terrestres que maritimes et qu'aériennes, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a bien sûr les postes frontières terrestres qui ont été renforcés pour l'occasion. Il y a eu la gare, bien évidemment. Nous faisions également des contrôles au niveau des lignes de bus qui traversent la principauté et au niveau de l'héliport, puisque c'est une voie d'accès aérienne. Voilà. Bon, là, pour très peu de fréquentation sur ce dernier point. Et donc, je vous dis, une fréquentation très faible par rapport à la situation habituelle. Je vous rappelle que ce dispositif est également actif en semaine, bien sûr, avec des contrôles aux frontières. Mais il a été renforcé ce week-end et il le sera aussi le week-end prochain, compte tenu de la décision prise dans le département voisin avec le confinement partiel pour ces deux week-ends. Autre rappel concernant les retours de déplacement, notamment, Frédéric. Toutes les personnes qui reviennent d'un séjour à l'étranger doivent présenter obligatoirement un test PCR négatif de moins de 72 heures au moment de leur retour à Monaco. Sachez également que les résidents de la Principauté peuvent se rendre dans les Alpes-Maritimes et le Var sans test PCR, à condition que le déplacement reste inférieur à 24 heures. Merci Frédéric. C'est un fléau qui touche malheureusement de nombreuses disciplines sportives. Le dopage s'est répandu au fil des années. Pour le contrer, d'importants moyens sont mis en place à Monaco. C'est en 2003 que le comité monégasque antidopage a vu le jour. Depuis cette date, il est devenu l'un des acteurs majeurs de la promotion des valeurs essentielles du sport. Mais comment poursuivre ses missions en pleine crise sanitaire? C'est la question que nous avons posée au président du comité. Bonsoir Philippe Oringo. Bonsoir, Émilie Rousseau. On pourrait se dire qu'avec l'absence de compétition, le comité monégasque antidopage est moins actif et pourtant, vous poursuivez vos missions. Hein. Oui, absolument, puisque nous avons plusieurs missions, non seulement celle de rechercher et d'établir les faits de dopage, mais aussi d'agir en matière de formation et de prévention. Il est vrai que la pandémie nous a beaucoup impacté en ce qui concerne les contrôles antidopage eux-mêmes, puisque l'absence ou la réduction importante du nombre des compétitions ne nous permet plus véritablement de faire des contrôles en compétition. Mais comme vous le savez sans doute, le comité est aussi compétent pour pratiquer des recherches en dehors de toute compétition et cette partie-là de l'activité est entièrement maintenue
avec des protocoles sanitaires adaptés naturellement pour éviter la propagation du virus. Alors, qui testez-vous en principauté? Ce sont principalement des athlètes de haut niveau qui sont basés à Monaco, c'est ça? Effectivement, le comité a compétence sur l'ensemble des sportifs qui sont installés à Monaco, soit qu'ils soient monégasques, soit qu'ils soient résidents, mais aussi sur ceux qui sont de passage à un titre ou à un autre en principauté. Alors, comment ça marche? Ce sont des contrôles aléatoires? Il existe deux types de contrôles, soit des contrôles que nous effectuons de notre propre initiative, qui sont donc des contrôles nécessairement inopinés, et puis des contrôles que nous exerçons à la demande soit des fédérations, soit des associations, soit des clubs, le cas échéant. Et cela concerne tous les sports, y compris les sports professionnels. Vous l'avez dit, ce sont toujours des contrôles inopinés que vous réalisez, mais comment savoir si le sportif est bien chez lui? Et s'il est absent, qu'est-ce qui se passe? On a évidemment un moyen de le savoir dans la mesure où tous les athlètes qui sont membres du groupe cible, c'est-à-dire de notre groupe prioritaire de contrôle, est assujetti à une obligation de localisation par un logiciel informatique qui s'appelle ADAMS, dans lequel il renseigne pour tous les jours de l'année l'endroit où il est. Si il est là, les choses se passent bien, naturellement. En revanche, si le sportif n'est pas là, alors à ce moment-là, il y a une procédure qui se met en route pour déterminer s'il s'agit d'un contrôle raté ou d'un contrôle manqué. Et du coup, il risque une suspension dans ces cas-là? Il peut risquer une suspension si il y a, dans une période de 12 mois, 3 contrôles manqués. Alors, à ce moment-là, il est effectivement passible d'une suspension qui, en fonction des circonstances, a un minimum de 2 ans et un maximum de 4 ans. Philippe Oringon, on parle actuellement des sportifs actifs, mais vous avez également un rôle de prévention auprès des plus jeunes, hein? Nous intervenons à la fois lors des séances d'éducation physique et sportive, en liaison d'ailleurs avec des cours sur les sciences de la vie de la Terre. Et le plus grand enseignement d'ailleurs à retirer de nos interventions dans les écoles est le fait que les enfants, quel que soit leur âge, y compris dans des classes de 5e, sont parfaitement au courant des problèmes de dopage, posent des questions extrêmement pertinentes, ce qui nous a beaucoup surpris, et sont intéressés. Ils ne nous voient pas nécessairement comme un méchant croque-mitaine. Notre priorité n'est pas la répression, mais bien évidemment l'information, la formation, la prévention, l'assistance. Voilà, pour rappeler justement les différents aspects de cette lutte antidopage que sont l'égalité, la santé publique, mais également le côté éthique, hein. La grande priorité, c'est la santé publique, n'est-ce pas? Puisque malheureusement, les pratiques de dopage, comme la consommation de compléments alimentaires, sont de plus en plus répandues et touchent la totalité des tranches d'âge. Et tous les sports, ce qui est assez surprenant. Et nous avons parfois eu la surprise de découvrir que dans des sports où l'on ne s'attendait pas véritablement à ce que les pratiquants se laissent aller à des excès et en tout cas à des choses illicites, c'était le cas. Voilà. Un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup Philippe Oringon d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous et bonne soirée. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. Le championnat du monde de Formule E a débuté hier et c'est un début de saison réussi pour Rocket Venturi Racing, Frédéric. Effectivement, Émilie, première course, premier podium pour le team monégasque en Arabie Saoudite sur le circuit urbain de Daria. Parti 4e sur la grille, Edoardo Mortara termine 2e de ce premier e-prix du week-end. Norman Nato se classe lui 14e. La deuxième course aura lieu ce soir. Les qualifications se sont déroulées cet après-midi sans les pilotes Venturi. Edoardo Mortara a été victime d'un accident en essai libre et a été transporté à l'hôpital par précaution.
Le pilote suisse va bien, mais la FIA a décidé que les 2 monoplaces du team Rocket Venturi Racing devaient rester dans les stands pendant les qualifications. En basket, après Brandon Frazier hier, la Roca Team vient d'officialiser un autre renfort. Ibrahima Fall Faye, le pivot international sénégalais de 2,09 m, vient renforcer le secteur intérieur de la Roca Team pour la suite de la saison en Jeep Elite. Formé à Chalon, il évolue en Belgique, à Anvers cette saison, où il tournait à 15 points, 6,8 rebonds et 1 contre en 10 matchs d'Eurocup. Il avait d'ailleurs réalisé un excellent match à Gaston Médecin contre la Roca Team mi-octobre, en compilant 21 points, 3 rebonds et 3 contres. Et on reste dans le sport avec du football. L'AS Monaco reçoit Brest ce dimanche au Stade Louis II pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté reste sur 12 matchs sans défaite et compte bien conserver cette invincibilité. Buteur face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, Guillermo Maripane s'est fait une place dans l'équipe de Niko Kovac. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Guillermo. On peut dire que vous êtes sur une bonne dynamique depuis le début de l'année, hein? Sí, la verdad que ha sido un muy buen comienzo de año, el equipo está muy bien, con mucha confianza, hay jugadores que están a un nivel muy alto y eso le hace muy bien al equipo. Et comment on peut l'expliquer cette bonne dynamique? Un buen entrenamiento, tenemos buena disposición, entendemos lo que quiere el entrenador y eso lo llevamos al campo. Et puis il y a Niko Kovac, qu'est-ce qu'il a apporté à cette équipe qui ne cesse d'enchaîner depuis le début de l'année? Sí, es un gran entrenador, es un entrenador que siempre quiere mejorar, tanto a nivel de equipo como a nivel individual del jugador. Eso a uno lo motiva mucho y bueno, los resultados están a la vista porque hay jugadores, como dije antes, que están a un muy buen nivel, hay otros jugadores que han aumentado mucho su nivel y el equipo se ve muy bien en todas sus líneas. Et puis il vous fait confiance en défense? Sí, la verdad que sí, me siento muy bien físicamente, mentalmente y también me siento muy acoplado al equipo. Guillermo, on sent qu'il y a une très bonne ambiance aussi dans le vestiaire, hein? Sí, la verdad que con todos los chicos tenemos una muy buena relación. Hay chicos jóvenes que la verdad que son muy divertidos y bueno, trabajan muy bien y también los jugadores con más experiencia también se acoplan muy bien al grupo. Alors vous êtes 4e au classement à 6 points du leader, il y a vraiment une place à se faire, hein? Bueno, ahora la situación está bastante bien, pero bueno, sabemos que aún quedan muchos partidos, que tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Solo estamos enfocados en ir partido a partido y veremos lo que pase a final de temporada. Quand même, les ambitions cette saison, c'est de retrouver l'Europe, hein? Sí, claramente queremos volver a jugar competición europea y bueno, terminar lo más arriba posible en la tabla de clasificaciones. Un mot sur le prochain match qui vous attend. Quel sera l'objectif de dimanche face à Brest? Forcément garder cette invincibilité? Sí, el objetivo siempre va a ser ganar el partido. Vamos a jugar aquí en Mónaco, así que tenemos que hacer un muy buen partido, salir a ganar el partido. Ellos son un rival bastante fuerte, que tiene muy buenos jugadores, pero nosotros también estamos muy bien. Et c'est une équipe qui vous avait causé quelques soucis à l'aller, hein? Sí, la verdad que sabemos todo lo que pasó ese partido y estamos seguros que este partido no volverá a ocurrir. Dernière question, Guillermo, à titre personnel, quel regard portez-vous sur votre saison? C'est une saison, on peut le dire, un peu exceptionnelle pour vous? La verdad que bueno, la temporada para mí empezó este año, que he empezado a jugar, pero estoy bastante contento, estoy muy feliz por lo que he podido aportar al equipo y por el nivel personal. Merci beaucoup, Guillermo, d'avoir été avec nous ce soir. Muchas gracias. AS Monaco-Brest, c'est donc demain à 13 h au Stade Louis II, un match qui se jouera toujours à huis clos comme toutes les autres rencontres du championnat depuis plusieurs mois maintenant. Coup de projecteur à présent sur cette importante phase de restauration qui a débuté au sein de la Société des Bains de Mer. Le temps a endommagé certains éléments de la façade du casino. 2 statues ont par exemple perdu de leur splendeur. Une opération a donc débuté pour qu'elles retrouvent leur aspect d'origine. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Elles font partie du paysage monégasque depuis de nombreuses années. Ces 2 statues qui ornent l'entrée du casino s'intitulent « Allégorie de la Méditerranée » à gauche et « Allégorie de la Seine » à droite. À la fin du 19e siècle, cette façade était dotée de 2 horloges car Monaco connaissait un décalage horaire sur Paris.
C'est ensuite qu'une ordonnance souveraine a acté le fait que Monaco prenait l'heure qui était de Paris, qui a fait que ces deux horloges ont été réunies en une seule que l'on voit aujourd'hui. Les statues sont restées, les horloges ont disparu, mais les statues sont restées. La première statue à droite a subi une importante dégradation au mois de septembre dernier. Les équipes ont donc travaillé en urgence, le diagnostic était sans appel, l'intervention semblait indispensable. Réalisée à l'époque sur site par l'artiste Fabio Stecchi, ces statues sont constituées essentiellement de plâtre maintenu par des structures métalliques. C'est ce qui explique aussi les dégradations et les effets de la météo et de l'eau sur ces statues. C'est que dès qu'il y a de la microfissuration sur la pellicule de patine qui habille cette statue, l'eau pénètre à l'intérieur de la matière et va venir altérer les compétences mécaniques et les caractéristiques mécaniques de la structure métallique qui rouille tout simplement. Donc l'opération justement de rénovation consiste en fait à venir reconstituer d'une part les manques importants qu'il y aurait pu avoir avec des chutes de morceaux, puis l'ensemble de cette pellicule de patine va subir des injections de résine acrylique qui vont avoir pour effet de renforcer l'ensemble de l'enveloppe de la statue pour donner cet effet bronze, puisque ce ne sont pas des statues en bronze comme on l'a dit, mais des statues en plâtre. Très attentif à son patrimoine, la Société des Bains de Mer poursuit son important programme de rénovation qui s'appuie notamment sur le passé et son histoire. Lire s'est révélé comme un moyen d'évasion en cette période si particulière. C'est pour cela que depuis quelque temps maintenant, nous vous proposons chaque semaine le coup de cœur de la médiathèque de Monaco, où nous mettons en valeur un ouvrage. Le choix de Céline Sabine s'est porté aujourd'hui sur le roman de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes. Vous avez très certainement entendu parler de ce livre. Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal était en effet en lice pour le prix Goncourt 2020. Elle ne l'a pas remporté, mais elle a été récompensée par le Goncourt des lycéens, et je peux vous assurer que ces derniers ne se sont pas trompés dans leur choix. Ce roman, d'inspiration autobiographique, à la fois engagé et courageux, dénonce la condition féminine au Sahel, à travers les destins croisés de 3 femmes, dans une société où polygamie, mariage forcé et violence conjugale sont malheureusement encore omniprésents. Le livre se décompose en 3 chapitres qui donnent la parole à tour de rôle à chacune de ces 3 femmes. Ramla, 17 ans, rêve de devenir pharmacienne et d'épouser celui qu'elle aime. Mais elle assiste impuissante aux négociations que mènent son père et son oncle pour la marier à un riche commerçant plus âgé et qui a déjà une première femme. Hindou, elle, est mariée contre son gré à son cousin, un homme alcoolique, drogué et violent. Elle va vivre un véritable calvaire et sa santé physique comme mentale va en être terriblement affectée. Enfin, Safira, choyée par son mari et jusque-là très heureuse, voit sa vie s'effondrer lorsqu'il décide de prendre une deuxième épouse. Elle n'aura alors qu'une obsession, se débarrasser d'elle, et elle s'y emploiera par tous les moyens à sa portée, mensonges, coups bas et même sorcellerie. Depuis leur plus jeune âge, on inculque à ces femmes les règles à suivre pour ne pas être rejetées par leur famille et leur communauté. Le sens de la dignité, la honte d'avoir honte et le mounial, la patience. Patience face aux déconvenus, patience face aux coups, à la souffrance, patience face aux rivalités entre coépouses. Grâce à une écriture sobre, sans lyrisme superflu, et avec un sens aiguisé de la narration et des dialogues, l'écrivaine brise les tabous d'un système patriarcal qui, avec la complicité des familles, emprisonne les femmes dans une vie qu'elles n'ont pas choisie. Les Impatientes est un livre touchant, bouleversant et je dirais même révoltant. Mais c'est aussi un cri, un appel à l'espoir pour toutes ces jeunes filles dont la patience est devenue synonyme de soumission et d'aliénation. Il est l'heure à présent de jeter un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de dimanche. Quelle est la tendance, Frédéric ? Retour d'un grand soleil à midi, il y aura du vent avec des rafales pouvant atteindre les 40 km/h. Il fera 12 degrés le matin et 16 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h07 pour se coucher à 18h18. Dimanche 28 février, nous fêterons les Romains.
Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. Avant de nous quitter, un mot sur les programmes diffusés prochainement sur Monaco Info. Demain dimanche, retrouvez Yann-Anthony Nogues pour un nouveau numéro de 19h dimanche consacré à Winston Churchill. Puis lundi, nous vous dirons tout sur l'arrivée de la fibre en principauté avec un grand format diffusé à 21h et présenté par Sébastien Borgna. On se quitte d'ailleurs avec les photos de Stéphane Dana qui vous emmène dans les coulisses de cette émission. À demain pour nous, pour le best-of de la semaine. Belle soirée à tous.